Qui sera le 47e président des États-Unis? Le suspense est total avec un scrutin qui s'annonce très serré à 6 jours de la présidentielle. Donald Trump et Kamala Harris jettent leur dernière force dans la bataille et les mots fusent de part et d'autre. Le candidat républicain et la candidate démocrate se rendent coup pour coup. Avec nous pour en parler ce soir, Thomas Negaroff. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes historien, journaliste, spécialiste des présidents américains auxquels vous avez consacré plusieurs ouvrages, notamment un sur Kennedy, un autre sur le couple Clinton. Votre nouveau livre, ou plutôt vos nouveaux livres, d'abord celui-ci, L'Amérique et son président, une histoire intime, c'est chez Duno Poche. Et puis il y a aussi Anatomie d'une démocratie, c'est aux éditions Les Arènes, on le voit à l'image. Alors d'abord, Thomas Negaroff, Kamala Harris et Donald Trump, impossible à départager, à quelques jours maintenant, impossible à départager dans les sondages. Pourquoi est-ce que c'est si serré ? Ça, c'est une bonne question. Alors, pourquoi c'est serré ? Parce que ça fait des années qu'il y a deux Amériques qui se font face et que chaque Amérique considère que la victoire de l'autre, c'est la disparition de sa propre Amérique. Donc ça tend les enjeux. Et aujourd'hui, vous avez deux Amériques qui sont non pas face à face, non pas côte à côte, mais qui sont de plus en plus dos à dos. Et effectivement, c'est très serré dans 7 États en particulier, parce que il y a 50 États aux États-Unis, dans 43, c'est pas serré. Ouais. On sait déjà que l'un va gagner ou l'autre va gagner. D'ailleurs, l'un et l'autre parti font pas campagne dans tel très peu. C'est acquis. Exactement, ça sert à rien de faire campagne à New York quand on est Donald Trump, même s'il a fait Madison Square Garden, mais c'était plutôt du symbole. Ça sert à rien d'aller en Californie pour lui, ça sert à rien pour Kamala Harris d'aller au Texas, par exemple. En fait, c'est très serré dans 7 États. On les voit à l'image, d'ailleurs, voilà. Les fameux États clés. Ouais, les 7 États clés. Et là, si on garde la carte 2 secondes, il faut regarder attentivement surtout ce qu'on appelle the Blue Wall, le mur bleu. C'est les 3 États ouvriers du nord des États-Unis, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. C'est le chemin pour que Kamala Harris remporte l'élection présidentielle américaine. C'est ce qu'avait perdu Hillary Clinton en 2016 et ce qu'a gagné Joe Biden en 2020. Pour les démocrates, c'est la voie pour l'emporter. Et donc, si les gens qui nous regardent les sondages sans trop savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, il ne faut jamais regarder le sondage national, on s'en moque complètement. Il faut regarder quelques États, les 7, et en particulier ces 3-là. Et là, c'est ultra serré. Et là, vous avez raison, c'est incroyablement à touche-touche. On est à 48,48, 48,1, 40. On n'en sait rien. C'est dans ce qu'on appelle, les sondeurs appellent ça la marge d'erreur. Alors c'est intéressant parce que votre livre nous dit beaucoup de choses. On va parler du fond, mais d'abord sur ce que vous appelez le profil naturel et le profil politique des candidats ou candidates américains, américaines. C'est intéressant parce que Joe Biden, il était, pour utiliser un mot familier, il était quelque peu largué. Oui. Kamala Harris est arrivée et on a cet équilibre. Pourquoi, au fond? Est-ce que c'est la personnalité de Kamala Harris, son physique, le fait que ce soit une femme? Qu'est-ce qui fait que face à un Donald Trump, ça rééquilibre les choses, même si bien sûr son ascension s'est quelque peu essoufflée? Ce qui est intéressant dans le rapport entre ce que vous appelez le profil physique et le profil politique, ou naturel et politique, ou le corps politique et le corps naturel, c'est que les deux fonctionnent ensemble. Quand vous avez Biden qui est fatigué, pour beaucoup d'Américains, c'est le signe que l'Amérique est fatiguée. Vous comprenez, il y a un lien entre les deux corps. C'est pour ça que c'était intenable pour lui de se présenter. C'est pour ça que dans l'histoire, et ce que je raconte dans le livre aussi, quand Franklin Delano Roosevelt se présente aux Américains pour gagner la Seconde Guerre mondiale, d'abord pour battre la crise de 1929, il fait croire qu'il n'est pas handicapé, parce que c'est pas possible d'être handicapé en temps de guerre ou en temps de guerre économique. Donc il fait comme s'il marchait, il fait croire qu'il peut marcher. Donald Trump, c'est un corps viril et puissant d'une Amérique qui se veut virile et puissante. Et le corps de Kamala Harris, comme le corps de Barack Obama hier, c'est un corps métis. C'est un corps, pour le coup, féminin chez elle, et donc qui offre un nouveau visage à l'Amérique, peut-être plus empathique que le corps viril de Donald Trump. C'est en ça qu'il y a une conversation permanente entre le corps biologique, votre corps, le mien, et ce qu'il veut dire politiquement. Et comment le message est reçu aussi, le message physique, corporel. Vous parlez notamment de Kennedy. Les Américains ne le savent pas, ils n'ont Dieu que pour ce jeune homme ambitieux, ne le savent pas, qu'il avait des problèmes de santé, des maîtresses à l'infini, voilà, sportif, qui forme un couple idyllique avec Jacqueline Bouvier. Si on revient à aujourd'hui, ce qui frappe aussi, c'est que le mot par effraction, je pense que vous n'allez pas le valider, mais c'est vrai que Kamala Harris est une candidate de substitution. Donald Trump lui-même joue une carte personnelle, il a des problèmes de justice. Est-ce que ces deux-là ont réellement un projet ou est-ce qu'ils jouent une carte personnelle de leur vie? Alors, c'est toujours un peu le cas quand même. C'est vrai que là, on a une affiche qui est loin d'être l'affiche dite naturelle. Alors, Trump, oui, maintenant, comme il a été président des États-Unis, mais en 2016, personne n'imaginait qu'un jour, il serait à la fois candidat, investi par le parti et vainqueur. Il y a un côté outsider de part et d'autre, même si Kamala Harris a été vice-présidente pendant 4 ans. Mais surtout, je crois que ce qui est important dans cette histoire et dans ce match particulier, c'est leur difficulté à engager, en effet, une vision pour l'Amérique. Tout président américain, et c'est aussi ce que je raconte dans ce livre, c'est à la fois un regard vers l'arrière
d'où on vient. On veut être à la hauteur du discours des pères fondateurs, par exemple. Donc il y a un regard vers l'arrière et une vision vers l'avenir. On a assez peu de vision vers l'avenir chez Donald Trump. Il est très nostalgique. Hein. MAGA, son slogan, Make America Great Again. Rendre à l'Amérique sa grandeur, c'est le rétroviseur. Hein. Regardez ce qu'il y avait avant. Kamala Harris, elle est plus dans une projection d'avenir, mais moins dans un regard vers le passé. Donc, effectivement, ils sont un peu hémiplégiques. Si vous voulez, chacun a un défaut majeur. Et effectivement, on n'a pas de candidat très puissant. D'ailleurs, quand vous demandez aux Américains, la majorité des Américains, en réalité, s'ils devaient choisir absolument, ne veulent ni l'un ni l'autre. Hein. Oui, on a le sentiment que le bipartisme est quand même chahuté. Les lignes bougent. Elles bougent dans le vote des communautés, notamment. Oui. Peut-être, j'aimerais qu'on revoie la carte et notamment qu'on parle du Michigan. Oui. La communauté arabe américaine, musulmane américaine, dans cet État en tout cas, appelée à voter pour Donald Trump, qui est pourtant vu comme un président plutôt pro-israélien, un candidat plutôt pro-israélien, alors qu'il y a une guerre à Gaza, au Liban également. Comment voyez-vous ces lignes qui bougent en fonction des enjeux? Il y a plusieurs choses dans cet appel des imams de Michigan à voter pour Donald Trump. D'abord, il y a sur les questions sociales et sociétales, il y a un point commun quand même. Le conservatisme. Le conservatisme, ça leur plaît, hein, l'avortement, etc. On est quand même sur une même tonalité. Oui, il y a souvent ces parallèles-là. Et puis sur la question du Proche-Orient, ils en veulent énormément à Kamala Harris de ne pas avoir prononcé un mot, ce mot c'est génocide, et d'avoir continué à arroser Israël d'argent et d'armes. Donald Trump aurait fait la même chose. Mais Donald Trump, il a le bénéfice du doute. Il dit « j'aurais fait la paix ». Et puis sous Donald Trump, il y a quand même l'image, souvenez-vous, les accords d'Abraham, lui en Arabie Saoudite, quelque chose qui aurait pu se jouer avec le monde arabe, même si par ailleurs, il a des propos atroces. Et souvenez-vous quand même du Muslim ban, hein, il avait quand même interdit l'accès aux pays, aux membres, aux ressortissants de 6 pays musulmans à entrer aux États-Unis. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, ils se disent « on n'a rien à gagner avec les républicains, avec les démocrates, pourquoi ne pas tenter notre chance avec Donald Trump ?» Je ne pense pas que ça va bouleverser la donne, mais effectivement, ça raconte quelque chose de cette campagne qui est quand même sans dessus-dessous, qui est une campagne sans queue ni tête largement. Et c'est aussi pour ça que nous, les analystes, on a du mal à y voir clair. Et on n'essentialise évidemment pas les votes des communautés. Se pose la question du vote, entre guillemets, de la communauté juive, entre des fidèles juifs ou laïcs qui critiquent la politique israélienne et d'autres qui la soutiennent. Oui, d'autant qu'aujourd'hui, quand vous demandez aux juifs américains quels sont leurs critères de vote, ça fait des années que c'est plus du tout le conflit israélo-palestinien en premier. Hein. C'est des Américains comme les autres. Donc c'est l'inflation, etc. Le pouvoir d'achat. Les latinos, c'est pareil. Les latinos, c'est 14% du corps électoral. C'est la première minorité qui va voter. Et longtemps, on a dit les latinos, c'est un électorat acquis aux démocrates, par exemple. Sauf que cette année, pour la première fois, les latinos qui votent aux États-Unis sont majoritairement nés sur le sol américain. Ce ne sont pas des migrants arrivés qui seraient devenus américains naturalisés. Y compris les portoricains. Y compris les portoricains. Non, mais ça veut donc dire que ces gens-là, ils votent comme les autres Américains. Et on voit que ça se rééquilibre. Les hommes latinos, ils votent pour Donald Trump de plus en plus. Et donc, effectivement, ça rassure peut-être sur la nation américaine. Si on vote moins en fonction de son identité, même s'il y a encore un endroit où on vote beaucoup en fonction de l'identité, c'est l'homme et la femme. C'est une élection très genrée. Il y a 10 points d'avance chez les femmes pour Kamala Harris et il y a 11 points d'avance chez les hommes. J'allais venir, est-ce que la clé du scrutin se trouve là? Elle se trouve là, mais pas comme on l'imagine souvent. Moi, ma certitude et mon analyse, c'est que c'est la première élection de l'époque MeToo. Et que MeToo, c'est vraiment 2017, c'est ces années-là, quoi. Et Donald Trump, il offre aux jeunes hommes américains qui ont une interrogation sur leur masculinité, une réponse. Qui est une réponse de « allez, ça suffit maintenant tout ça ». Vous voyez, la masculinité... C'est le miroir dont vous parlez dans votre livre. Voilà, et la masculinité a été, je raconte aussi dans le livre, en crise à plusieurs moments dans l'histoire américaine. Au début du XXe siècle, quand il n'y a plus de frontières, quand il n'y a plus de pionniers. Vous avez tout d'un coup Theodore Roosevelt qui arrive, c'est pas un vrai pionnier, mais il leur offre une consolation, un miroir flatteur. Donald Trump, c'est la même chose que Ronald Reagan dans les années 80. Aujourd'hui, il y a une crise de la masculinité aux États-Unis, autour notamment de tout le mouvement largement qu'on a appelé MeToo. Et en face, vous avez son adversaire, qui était procureur, qui a poursuivi des prédateurs sexuels. Donc qui est en plein là-dedans. Si vous ajoutez à ça la question de l'avortement, vous comprenez ce qu'on appelle le gender gap, le gap entre les hommes et les femmes sur le vote. Et sauf que, on dit toujours, ça va profiter à Kamala Harris. En fait, non. Puisque, si vous avez bien entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a 10 points d'avance dans le vote des femmes pour Kamala Harris, mais il y a 11 à 12 points d'avance pour le vote des hommes. Ça veut dire que, à mesure qu'elle parle aux femmes de l'avortement, du droit des femmes, etc., des hommes se détournent d'elle pour aller voter pour Donald Trump. Et c'est peut-être ça qui va manquer à la fin pour Kamala Harris, c'est les jeunes latinos et les jeunes noirs
qui étaient plutôt acquis pour le camp démocrate et qui sont en train de basculer. Et donc c'est le grand paradoxe de l'histoire d'une femme qui est en train de mobiliser l'électorat féminin comme jamais, mais qui, en le faisant, s'aliène une partie de l'électorat masculin, y compris celui qui vote en général pour les démocrates. Alors, on est dans une campagne, Thomas Negaroff, où c'est pas la première fois aux États-Unis, mais là, tout de même, ça fuse de part et d'autre. Ouais. Alors, il est beaucoup à reprocher Donald Trump de pratiquer l'insulte à tout va. Les mots sont aussi durs de l'autre côté, quand même, fasciste. Ouais. Il a dit, avant-hier, je ne suis pas un nazi. Quelle lecture faites-vous ? Là encore, on est à la fois, peut-être pas dans la gestuelle corporelle, mais si. C'est à bon escient, ils le font exprès. Bah lui, il le fait exprès. C'est-à-dire que lui, l'insulte, ça fait partie de sa manière de gouverner, de parler. Pour beaucoup de ses partisans, ça veut dire qu'il parle vrai. Il détestait Barack Obama, ces gens-là, parce que Barack Obama, il réfléchissait avant d'agir et avant de parler. Il y avait beaucoup de il employait des termes. Ils veulent pas qu'on leur fasse la leçon. Et donc ils disent, là c'est un aspect important du livre. Pour rassembler les Américains, il faut aussi leur ressembler. Et là, Donald Trump, quand il parle, ils disent il parle comme nous. Ouais. Il parle, on le comprend. Ouais, elle a détruit les frontières, elle a détruit l'économie. Et comme il parle comme nous, il va mieux nous représenter. Il sera notre porte-voix. Là où Kamala Harris, elle est plus en distance par rapport à ça, parce qu'elle est plus réflexive. C'est une intellectuelle, Kamala Harris. Donald Trump, il se fait pas violence, il est vraiment comme ça, Donald Trump, hein, c'est pas un grand intellectuel. Hein. Et puis il y a aux États-Unis un anti-intellectualisme qui existe et qui renvoie à ce que je viens de dire, à savoir celui qui réfléchit, il est un peu loin de nos préoccupations, il parle pour l'establishment, pas pour nous, pas pour les vrais Américains. Parce que l'un des enjeux de cette élection, c'est vraiment, c'est quoi l'Amérique et c'est quoi la démocratie américaine. Dans le livre des arènes que vous avez cité, l'anatomie de la démocratie, c'est vraiment ça l'enjeu. Parce que ce qui est très frappant, et moi ce qui me frappe le plus dans cette campagne, c'est quand vous demandez aux électeurs de Harris pourquoi il faut voter pour elle, ils disent pour sauver la démocratie. Quand vous demandez aux électeurs de Trump pourquoi vous votez pour lui, ils répondent la même chose, pour sauver la démocratie. Et donc cette élection américaine, elle ne va pas purger la crise démocratique, mais elle permet de voir qu'il y a deux définitions différentes de la démocratie qui se font face. Une définition qu'on peut qualifier, d'excluante de la part de Donald Trump, nativiste, identitaire, et une démocratie plus inclusive, moins identitaire, plus universelle peut-être, du côté de Kamala Harris. Et ce qui est intéressant, c'est que ça raconte vraiment une histoire de l'Amérique. Depuis les pères fondateurs, il y a toujours eu ces deux tensions-là sur ce qu'est la démocratie américaine. Et c'est en ça que cette élection, elle est beaucoup plus passionnante qu'uniquement un échange d'insultes. Le soutien de Liz Cheney, le soutien de Dick Cheney, l'ancien vice-président très conservateur, ça participe de ça. C'est l'argument, c'est de dire on n'est pas d'accord, mais il faut sauver les fondements, les piliers, en fait. La fille de Bush aussi, aujourd'hui. Oui, ça fait... Bien sûr, c'est l'idée de ça. Mais vraiment, j'aimerais que les gens qui nous regardent n'imaginent pas les gens qui ont pris le Capitole le 6 janvier 2021 et qui sont prêts à le refaire. Ils sortent de prison aujourd'hui. Steve Bannon est sorti hier, ou ce matin même, et les autres sortent progressivement. Ils disent tous, on a fait ça pour sauver la démocratie américaine. Est-ce que ça va vraiment apporter des voix aussi ? Là encore, c'est la question. Ça peut être contre-productif. Ça peut être des voix au camp démocrate. Oui, voilà. En fait, traiter l'autre de fasciste, c'est intéressant, hein, pourquoi pas, hein, c'est peut-être même vrai sur le fond. Est-ce que c'est opérant ? J'en sais rien. Mais on est à un moment effectivement où on démonise, on crée de démons l'adversaire. On est dans une campagne extrêmement violente. Moi, j'en ai suivi quelques-unes. Avec une tentative d'assassinat. Y compris ici, Une tentative d'assassinat, un président qui ne se représente pas, ce n'est jamais arrivé. Un candidat Donald Trump qui dit que s'il est élu, il se vengera, c'est le mot qu'il emploie, de tous ceux qui l'ont poursuivi. Il a dit que Jack Smith, le procureur, le procureur spécial, il serait renvoyé hors des États-Unis. Il a annoncé la déportation de millions d'étrangers. On est quand même dans un climat... L'expulsion. Parce que le mot déportation, c'est le mot anglais. Oui. Mais on est dans un contexte pré-insurrectionnel, moi je dis. On parle beaucoup de guerre civile froide aux États-Unis aujourd'hui pour dire la situation. La crainte, c'est que cette guerre civile froide ne se réchauffe dans quelques jours, parce que le matin du 6 novembre pour nous, ici, et la nuit du 5 pour eux, il y a trois solutions. Soit Donald Trump l'emporte largement, ça se finit comme ça. Soit Kamala Harris l'emporte de peu, ou même largement. Et là, les partisans de Donald Trump n'accepteront jamais la défaite. Et 3, on n'a pas de résultat tellement c'est serré. Et là, on entre dans un long combat de recomptage des voix. Souvenez-vous qu'en 2000, il avait fallu attendre le mois de décembre pour que la Cour suprême donne la victoire finale à George W. Bush face à Al Gore. Et à l'époque,
Al Gore avait accepté la défaite. Donc là, je vous dresse un constat où en plus Al Gore Trump n'accepterait pas la défaite. Et ce matin, juste dans le Monde, Piotr Smolar dit devant nous, il y a peut-être plein de 6 janvier qui vont arriver parce que ça ne va pas se jouer à Washington, ça se jouera dans chacun des États où désormais il y a des loyalistes pour Donald Trump. Et juste quelques mots aussi, il se bat autant pour revenir à la Maison-Blanche, est-ce que c'est pour échapper à la prison Oui, largement pour avoir l'immunité. Il n'y a pas que ça, hein, c'est aussi un homme qui ne supporte pas de perdre. C'est un homme qui considère que perdre, c'est mourir. Et donc, il joue sa survie politique, sa survie judiciaire, mais aussi sa survie biologique, ce qui nous permet de conclure sur le rapport entre le corps biologique et le corps politique. Merci beaucoup Thomas Negaroff. L'Amérique et son président, une histoire intime d'une aux poches et donc Anatomie d'une démocratie aux éditions Les Arènes. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment.